Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de chroniques et de reportages sur Public Sénat. Vous connaissez la promesse de l'émission, donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société avec au sommaire de ce 14 novembre, la loi immigration adoptée par le Sénat. Elle entérine les concessions de Gérald Darmanin au LR et aux centristes, mais ce texte, sans doute le plus dur de la Ve République sur ces questions migratoires, peut-il obtenir une majorité à l'Assemblée? L'aile gauche de la Macronie peut-elle laisser passer la suppression de l'aide médicale d'État ou encore l'abandon de l'article 3 sur les métiers en tension? Réponse dans une minute. Et puis pour notre second débat, cette question, les actes terroristes et les crimes de guerre commis depuis 5 semaines au Proche-Orient seront-ils jugés? Un collectif d'avocats a saisi la Cour pénale internationale en espérant qu'elle instruise à la fois les horreurs commises par le Hamas le 7 octobre et les civils tués par milliers par les frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Nous, on est là d'abord pour faire notre travail d'avocat vis-à-vis de la Cour, vis-à-vis du procureur, et de lui dire qu'on a vu ce qui se passait et que ça justifie la plainte pour génocide. Comment mener une telle enquête? Israël a-t-elle outrepassé son droit à riposter? Quand doit-on parler de génocide ou de crime contre l'humanité? Réponse avec nos experts tout à l'heure. Mais d'abord, on détaille ce que contient ce texte immigration voté dans l'après-midi par le Sénat avec Audrey Vuettaz. Après une semaine de vifs débats, le Sénat adopte en première lecture une version profondément remaniée du projet de loi immigration. Pour l'adoption 210 contre 115. Le Sénat a donc adopté. Huée à gauche, applaudissements à droite de l'hémicycle, car ce texte a été largement durci par la majorité sénatoriale. Droite et centre se sont accordés pour supprimer l'aide médicale d'État, instaurer des quotas d'immigration économique ou encore supprimer pendant 5 ans l'accès aux allocations familiales des nouveaux arrivants sur le territoire. Mais surtout, l'article 3 qui prévoyait une régularisation automatique pour les étrangers exerçant dans des métiers ou zones géographiques en tension a été supprimé, remplacé par une régularisation au cas par cas après validation du préfet. Des modifications fustigées par la gauche sénatoriale qui a refusé de voter le texte. Votre texte, mesdames et messieurs de la majorité sénatoriale, reprend consciencieusement, en s'alignant avec les propositions du Front National et de Marine Le Pen, sur chacun des thèmes évoqués lors de l'examen de ce projet de loi. Après le vote du Sénat, l'étape de l'Assemblée s'annonce compliquée. Sacha Houlié, le président de la Commission des lois, a déjà prévenu. Il réintroduira l'article 3. Qui porte sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. On voit bien qu'il y a un grand détricotage que s'apprête à faire l'Assemblée nationale. Les choses seront claires, ça sera à nouveau un texte dû en même temps. Il est hors de question d'y souscrire et j'attends, moi, de nos députés, la plus grande fermeté. La balle est désormais dans le camp de la majorité présidentielle, qui évolue donc sur une ligne de crête pour faire adopter son projet de loi immigration. Et on va voir à quel point ce texte immigration, cette loi, peut être un facteur de division au sein des différentes familles politiques. Avec Anne-Charlène Bézina, bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste, bienvenue à vous. Florent Vadillo, bonsoir et bienvenue. Président de l'ETERI et enseignant à Sciences Po. Jean-Daniel Lévy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur délégué de Harris Interactive. Et Laetitia Krupa, bonsoir Laetitia, éditorialiste politique, bienvenue à vous. Je commence par peut-être le contenu du texte, Anne-Charlène Bézina. Est-ce que vous diriez que tel qu'il a été voté cet après-midi au Sénat, c'est, je disais ça en titre, l'un des plus durs de la Ve République? Alors, ça dépend, parce qu'en réalité, on n'a fait qu'évoluer en matière d'immigration. Et il y a eu une espèce de coup de tonnerre, un très grand épisode en matière d'immigration qui a été la loi de 93, où précisément, on a eu d'ailleurs la première jurisprudence, et la seule un petit peu, constitutionnelle, qui a posé les grands principes, parce qu'on avait un gouvernement qui voulait essayer d'aller très loin et qui a, pour le coup, été retoqué par la haute instance en matière de droits fondamentaux. Donc, il y a eu des périodes RPR où le discours a été parfois un petit peu encore plus dur, peut-être, que celui qu'on connaît à l'heure actuelle, mais c'est vrai que la pratique des lois immigration a ensuite plutôt été assouplie, même si je crois qu'on oublie souvent de rappeler que l'ADN du macronisme en matière d'immigration n'est pas
toute neuve sortie de cette loi-là, mais aussi de la loi Collomb de 2018, qui là aussi était quand même particulièrement dure. Je pense notamment au délai de recours, aux compétences de l'OFPRA, où on avait quand même beaucoup durci aussi le dispositif. Donc oui, elle est dure, surtout avec cette sortie sénatoriale. C'est vrai qu'on se rend compte que les concessions faites au LR sont ici totalement apparentes, visibles. C'est plus du tout en même temps de la réforme des retraites. On a un texte qui s'est droitisé complètement dans sa philosophie. Il n'y a plus la jambe gauche, donc c'est quand même dire quelque chose. Et on a accepté toutes les concessions au coup par coup. Gérald Darmanin qui nous dit quand même je ne trahis pas mes convictions. Ça prouve quand même qu'il y a eu un peu un doute sur ces questions dans ces différentes nuits de discussion. Et voilà, quelque chose qui ressort du texte d'alliance et de compromis nécessaire, ce qui nous change un petit peu des épisodes précédents en matière législative. Oui, Florent Vadillo, on entendait Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, évoquer le en même temps macronien sur ces questions d'immigration. Est-ce que, pour vous, en tout cas dans cette première version, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a en quelque sorte enterré le en même temps macronien sur ce texte Alors, au niveau du Sénat, il a de fait enterré, puisque le texte du gouvernement et le texte sorti du Sénat n'est vraiment pas le même, et de très loin. Donc, de fait, on peut considérer que, par effet de relief, le texte adopté avec avis favorable du gouvernement et le texte défendu n'est plus exactement le même. Et il l'a d'ailleurs lui-même dit, puisque ce n'est pas exactement le texte que le gouvernement avait porté. Donc, évidemment. Après, je demande à voir le Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale. Et je pense d'ailleurs que les avis de sagesse ou les avis favorables que Gérald Darmanin a pu donner au Sénat lui donnent en réalité des marges de négociation à l'Assemblée nationale, notamment sur les éléments sur lesquels il avait prononcé un sagesse. Et il va falloir composer une autre majorité à l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, c'est une équation impossible. Parce que l'adjonction d'un élément pour construire une majorité à l'Assemblée vous prive d'un autre. Parfois chez vous, parfois chez les autres. Donc, je veux voir ce Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale pour voir s'il ne rétablit pas un peu en même temps ou s'il n'y est pas contraint. On y reviendra en détail sur cette marge de manœuvre. Jean-Daniel Lévy, les Français étaient-ils demandeurs d'un texte aussi dur quand même sur les questions migratoires? Alors en fait, il y a deux aspects. C'est que quand on leur pose la question et qu'on les interroge sur un certain nombre de dispositions qui peuvent être évoquées dans le cadre des discussions, pour la plupart d'entre elles, ils y sont favorables, mais extrêmement favorables. Le deuxième aspect, c'est que quand on regarde finement les études d'opinion, mais pas forcément uniquement les plus récentes, la question migratoire n'a jamais été en tête des préoccupations des Français, ni même des assignations à agir. Alors, pour être plus précis, c'est un des sujets les plus clivants d'un point de vue d'opinion. Et quand vous regardez les électeurs qui sont globalement de plus à gauche possible, voire même jusqu'à l'électorat d'Emmanuel Macron inclus, la question migratoire est en milieu ou en queue de tableau des préoccupations ou des points sur lesquels ils disent le gouvernement doit agir. Ça vient quoi, en 11, ça vient 12e, 13e position, parfois même 17e position. En revanche, quand vous allez à droite de l'échiquier politique et qu'on prend la dernière élection présidentielle qui va de Valérie Pécresse jusqu'à Éric Zemmour, c'est une progression absolument nette en termes de hiérarchie dans les préoccupations et dans les assignations à agir à l'égard du gouvernement. C'était la première des motivations de vote d'ailleurs de l'électorat d'Éric Zemmour, la quatrième de l'électorat de Valérie Pécresse par exemple, la deuxième de celle de Marine Le Pen. Donc il s'agit d'un des sujets qui, d'un point de vue d'opinion, est le plus clivant et avec là, pour le coup, un point sur lequel Emmanuel Macron ne cherche pas complètement à flatter, entre guillemets, son cœur d'électorat de premier tour. Parce qu'effectivement, si on regarde plus globalement à l'une de vos études sur motivation de vote des électeurs lors de l'élection présidentielle, toute famille politique confondue, on est bien d'accord, ça vient en 4e position seulement. C'est le pouvoir d'achat en 1, la santé en 2, retraite juste derrière et l'immigration à 28%. Est-ce que c'est un... Je reste avec vous. Est-ce que c'est une... Parce qu'on va finalement voir que les divisions, il y en a au sein de LR, on en parlera un peu plus tard, il y en a au sein de la Macronie. Est-ce que c'est un texte qui clive beaucoup les Français, qui divise? Absolument, oui, c'est un texte qui clive. Enfin, en tout cas, c'est un texte sur lequel il y a des attendus qui sont très nets de la part des électeurs de droite et qui suscitent une forme de doute, d'interrogation de la part de l'électorat de gauche. Donc, mais par exemple, pardon de vous interrompre, l'article 3 qui a été finalement... on va dire, dégommé, pardon, d'être aussi trivial par la majorité LR et Union centriste du Sénat.
il était aussi, si j'en crois les sondages, approuvé par les Français. Il était approuvé absolument par les Français, au nom en gros d'une forme de réalisme économique, en disant on est face à une situation de tension. On n'est plus du tout dans les années 90, on s'en rappelle, il y avait des mobilisations en faveur de ceux qui d'ailleurs à l'époque étaient désignés comme étant des sans-papiers. Il y avait une mobilisation qui existait, aujourd'hui elle n'existe quasiment plus. C'est plus une forme de réalisme entre guillemets économique qui traverse les Français, c'est-à-dire que les électeurs de droite te disent globalement ça permet d'avoir une forme d'activité, un maintien auprès des secteurs qui sont les plus en difficulté pour avoir de l'attractivité à l'égard des salariés, et à gauche en disant il y a une forme de justice, ce sont des personnes qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui participent aux cotisations sociales, et donc dans ce contexte-là, le fait qu'il y ait une forme de régularisation leur apparaît comme étant plutôt positif. Alors cette loi immigration atteindra-t-elle ses objectifs? Certains en doutent, comme le sénateur communiste Yann Brossa. Tout le pari sur lequel repose cet ensemble de dispositions est totalement faux. Votre pari, c'est qu'en dégradant les conditions d'accueil, vous dissuaderez les étrangers de venir sur notre sol. Ce pari est faux. Ils viendront, mais ils viendront dans des conditions d'accueil qui seront déplorables, qui seront lamentables, et ce sera du fait des dispositions qui ont été votées dans le cadre de cette discussion. La réalité, c'est que le mirage, c'est vous qui le présentez, en faisant croire que l'immigration cessera ou se réduira drastiquement, alors même que la misère grandit, alors que les guerres se multiplient, alors que le climat se dérègle comme jamais. Florent Wadiot, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Ce n'est pas une loi qui empêchera les hommes, les familles de fuir la misère, la guerre, les catastrophes climatiques? Oui, parce que tous les pays qui ont tenu des discours extrêmement fermes, durs, qui ont bâti des murs, érigé des grillages, globalement ont tous été confrontés en fait au problème des flux migratoires et à leur impossibilité de gérer. Ça, c'est le premier élément. C'est pas dissuasif de construire un mur? Non, parce que je pense qu'il n'y a rien de dissuasif quand vous voulez traverser et changer de vie. Les républicains espagnols qui devaient traverser les Pyrénées, c'était à mon avis un mur tout aussi important et il y avait une volonté derrière. Donc je pense que de la même manière que ce mythe de l'appel d'air, il n'y a pas une bourse aux pays les plus ou moins accueillants. C'est les passeurs qui peuvent jouer là-dessus, mais pas les immigrés. Il ne dit pas que cela. Il dit aussi accroissement de la misère. Et il a de fait raison parce que la sécuritarisation des conditions d'accueil, d'expulsion, etc., évidemment, va créer une dégradation des personnes en attente ou en demande de régularisation, que le travail des associations, que le travail de la justice va être considérablement compliqué. Et enfin, troisième élément, il n'y a pas dans cette loi de mouvement budgétaire suffisamment important pour que le dispositif préfectoral, policier, gendarmique puisse assurer une vraie mue du dispositif. Une grande partie des OQTF, des obligations de quitter le territoire qui n'est pas exécutée, c'est d'abord et avant tout un problème d'organisation du dispositif policier et gendarmique. Et ça, je ne vois pas les éléments qui vont véritablement changer là-dessus. Donc je crois qu'on est sur une loi qui a beaucoup de marqueurs symboliques très forts et il faut toujours se méfier quand on est parlementaire de penser qu'on peut arriver à régir la réalité avec une décision législative. Il y a bien d'autres choses derrière qui conditionnent les résultats et des succès. Ça, c'est une vraie question, parce qu'il y a eu, alors on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, 30 textes depuis 1980, je lisais dans le Monde, 117e loi depuis 1945. Et la vraie question, c'est celle que posait Florent Wadiot, c'est la capacité à appliquer. On peut durcir les lois éternellement, si on ne les applique pas, à quoi ça sert? Et je vous poserai la question de la réaction de l'opinion face à ça. Notamment, mais je crois aussi qu'il y a, vous parliez d'image, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que sur l'immigration, en réalité, on travaille bien plus sur les instincts, sur les émotions de la population. Et je crois que cette loi-là ne déroge absolument pas à la règle, notamment avec cette notion de choix de l'immigration. Et c'est quoi, sont des lois de posture plus que d'efficacité? Alors, sont des lois, à mon avis, un peu idéologiques. C'est-à-dire qu'on essaye de parler de choix de l'immigration, mais encore une fois, on a carrément abandonné le terme, vous parliez du terme de sans-papiers, mais on a carrément abandonné le terme d'immigration, on parle de migration, puisqu'on a affaire à des populations qui n'ont plus d'état d'attache et d'état d'accueil, parce qu'elles migrent dans tout le monde, tellement il y aura de la migration climatique, internationale, du fait des dégradations économiques, de la guerre, etc. Donc je crois en effet qu'on est ici sur un tout petit bout de la lorgnette, et qu'il ne faut pas oublier en effet qu'il y a un problème d'exécution. Alors de là à dire en effet, comme vous le dites, qu'il y a une déconnexion entre la loi et son exécution, c'est un peu le problème de toutes les lois, de toute façon, parce que ce sont
deux stades différents de l'exécution, mais c'est particulièrement vrai pour l'immigration, où en fait on se rend compte que c'est vraiment un problème de volonté politique, d'arriver à afficher des choses et ensuite agir sur le terrain. Il y a vraiment une politique du chiffre qui fait qu'aujourd'hui, si on a le sentiment que l'immigration est plus présente dans les préoccupations, c'est aussi parce qu'on la voit plus, parce que l'État est tout simplement plus noyé par ces questions. C'est intéressant parce que c'est vraiment une préoccupation du ministre de l'Intérieur. Il y a la semaine dernière, dans une chronique, Laetitia, vous nous aviez présenté finalement sa stratégie de communication. Il tweetait tous les jours pour donner des résultats, en fait, le nombre de personnes expulsées, ça continue? Ça continue, ça continue. J'ai regardé, il a tweeté juste avant que l'émission commence, vers 16h, 17h. Tous les jours, il a tweeté hier, il tweete, alors il donne des initiales, l'âge des personnes, de quoi elles sont accusées, coupables, et puis il dit, elle est rentrée dans son pays, on l'a raccompagnée, voilà, tous les jours. Donc il faudrait commencer à compter depuis le premier tweet. Parce que je pense que là, les OQTF fonctionnent, d'après le ministre de l'Intérieur. D'après le ministre de l'Intérieur. Jean-Daniel Lévy, c'est intéressant cette stratégie de communication, parce que c'est pour contrer justement une critique ou un ressenti peut-être d'une partie de l'opinion que on a beau voter des lois, la situation ne change pas vraiment. Peut-être que je caricature un peu, mais... Oui, c'est le reproche qui est effectué souvent à l'égard des responsables politiques, c'est vous prenez des décisions et de toute façon, au final, elles ne sont pas complètement appliquées. C'est le cas, par exemple, concernant l'immigration, c'est le cas également concernant la justice, où on voit bien que, globalement, les Français disent, vous êtes bien gentils, il y a une personne qui a été condamnée à 3 ans de prison, mais on sait dès le départ qu'elle ne fera pas ces 3 ans de prison et qu'il y aura des aménagements de peine et peut-être même qu'elle n'ira jamais, ou qu'il n'y aura jamais vraiment d'incarcération à proprement parler. Je pense que le ministre de l'Intérieur a bien étudié ce que vous venez de dire, parce que dans ses tweets, on retrouve exactement cela. De quoi elles sont coupables, à combien elles ont été condamnées et quand elles ont été reconduites. Absolument. Et donc l'idée de se dire qu'en fait, on n'est pas uniquement face à une attente de paroles qui serait en termes d'orientation globale. On veut une parole qui soit performative, c'est-à-dire que derrière cela, il y ait une application qui soit une application réelle. Et d'ailleurs, ça dépasse le strict cadre de la question migratoire ou de la question de l'application des obligations de quitter le territoire français, parce qu'en fait, on se dit, il y a trop souvent en fait des postures qui sont prises de la part des responsables politiques, et au final, ils décrédibilisent leurs propos parce que par la suite, il n'y a pas d'éléments qui apparaissent comme étant concrets, ou en tout cas, ils sont dépassés parce que, comme vous l'avez indiqué, les moyens financiers ou les moyens humains ne sont pas forcément complètement à la hauteur des aspirations des citoyens. Bon, cette stratégie de communication, elle est efficace. Ça fait 2 fois qu'on en parle dans l'émission. Florent Vadi, votre avis là-dessus? D'abord, Gérald Darmanin ne poursuit pas que la démonstration de son efficacité comme ministre de l'Intérieur. Donc ceci peut expliquer cela. Ensuite, vous voulez dire qu'il a d'autres ambitions et d'autres objectifs comme beaucoup le disent. Donc je me permets de le reprendre. Et il semblait très déçu de ne pas être à l'hôtel de Matignon. Donc je pense qu'il a laissé suffisamment d'indices de ce point de vue-là. Et puis par ailleurs, cette communication, elle est en réalité extrêmement brutale dans son effet. Parce que peut-on réellement croire qu'il y a aussi peu d'OQTF à exécuter en France pour que le ministre puisse en tweeter 10 par jour, 100 par jour? C'est une vaste plaisanterie. Donc c'est effectivement... Pourquoi? Il y en a combien à votre avis? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, on est à plusieurs milliers. Donc, je pense que le ministre va avoir du mal, dans ses activités quotidiennes, à écluser toutes les OQTF, ne serait-ce qu'en quelques semaines. Donc, c'est une volonté de démonstration qui, en fait, continue de polariser le débat sur les questions d'immigration et qui, en fait, n'appelle pas à la réflexion, mais appelle au spontanéisme. Et plus on flatte ce spontanéisme, en fait, plus on arrive à résumer les choix migratoires avec du bon sens, qui n'est en fait pas du bon sens. L'exemple que je voudrais citer, c'est sur l'immigration étudiante. Il y a eu un tour de vis sur l'immigration étudiante et on trouve que ça tout à fait très bien parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent. Et puis en même temps, quand on voit l'affaiblissement de la présence de la France en Afrique, on voit qu'il y a un mouvement des élites africaines qui ne viennent plus étudier en France, qui vont étudier dans d'autres pays, qui les accueillent à bras ouverts. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une caution qui a été ajoutée dans le texte. Il faut donc payer une caution, gager l'argent d'une caution en cas de fraude. Tout ça, en fait, crée sur un bon sens, en pensant restreindre l'immigration étudiante, en fait, conduit à des effets qui déclassent la France sur les destinations étudiantes et scientifiques dans le monde. Donc, je pense qu'il faut se méfier de cette polarisation qui, en fait, flatte de vils instincts et ne permet pas d'aborder des sujets d'une rare complexité de manière très, très, très digne. Alors, on parle les uns et les autres du ministre de l'Intérieur, on va l'entendre. Tout de suite, il se prépare maintenant à la bataille de l'Assemblée nationale. Le texte, il sera présenté à partir du 11 décembre. C'est un texte qui est essentiel pour les Français, pour réguler l'immigration.
pour forcer à une meilleure intégration. Dans ce texte de loi, par exemple, il y a l'idée que désormais, pour pouvoir avoir un titre de séjour en France, il faut passer un examen de français. Est-ce que vous pensez que des députés peuvent voter contre quelque chose comme ça? Aujourd'hui, il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser parce que la loi me l'interdit. Je demande qu'on modifie ça. Comment peut-on refuser ça au ministre de l'Intérieur dans le contexte dans lequel nous sommes? Mais je suis là pour discuter. On ne peut pas à la fois envoyer une majorité relative à l'Assemblée nationale et demander au ministre de l'Intérieur de ne pas discuter. Moi, je suis un homme ouvert, de dialogue, discutons, et j'ai 15 jours, 3 semaines, 1 mois, plus il faut pour trouver un compromis avec les parlementaires. Eh bien, effectivement, Laetitia, ça va sans doute se terminer par une commission mixte paritaire. Certainement, ça va durer très longtemps. Thomas, il le sait. C'est pour ça qu'il dit « Je suis un homme de dialogue, un homme ouvert, discutons ». Parce qu'il sait que ce qu'il attend va être très compliqué, Gérald Darmanin. Juste pour planter le décor, je vous propose 2 extraits d'interview. D'abord, Roger Karoutchi, sénateur LR, et puis Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Écoutez d'abord Roger Karoutchi. Pas de victoire. Je parlerai de ce que c'est une reculade. Je demande simplement à ma famille politique d'être cohérente. Notre crédibilité, elle tient à ça. Pendant des mois, mes amis politiques, et ils ont raison, ont dit qu'ils seraient intransigeants. Je le serai intransigeant. Au fond, je ne fais qu'appliquer ce qui a été demandé. Alors, c'était pas Roger Karoutchi, hein, vous l'avez vu. C'est évident. Peut-être qu'on l'a retrouvé, peut-être qu'on peut écouter Roger Karoutchi. On va l'écouter tout de suite. Au jour d'aujourd'hui, alors après, on verra ce qui se passe à l'Assemblée pour de bon, mais au jour d'aujourd'hui, entre ce que demandent les Républicains, ce que demande le Rassemblement national, ce que demande LFI, ce que demande le PS, etc., à l'Assemblée, je ne vois pas comment on sort un texte. En tout cas, un texte cohérent. Donc, soit le gouvernement fait du 49.3 et reprend ce qu'il souhaite dans son texte, et j'espère que s'il fait du 49.3, il reprendra un certain nombre de mesures issues du Sénat, soit on arrive à quelque chose... et il n'y a pas de 49.3 et il y aura une commission mixte paritaire qui sera un bras de fer lourd, difficile, parce que par définition, nous ne céderons pas. Voilà, nous ne céderons pas, ça c'est très important de l'entendre cette phrase, parce que par exemple, une des mesures totem du Sénat, c'est la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État. Et sur l'AME, Roger Karoutchi et les autres ont dit « nous ne céderons pas ». On va écouter maintenant ce qu'en disait Olivier Véran ce matin. Il y a une mission qui rendra ses conclusions d'ici le 2 ou 3 décembre, qui permettra de regarder s'il y a lieu ou non d'améliorer ou de toiletter certains dispositifs en lien avec l'AME, comme je l'avais fait moi quand j'étais ministre, il y a 2 ans d'ailleurs, on le fait de façon régulière, mais on garde l'AME. Et ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce sera une bonne illustration d'un gouvernement qui ne dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée. Bah exactement, donc les LR ne vont pas céder, le gouvernement veut garder l'AME, mais au milieu il y a l'Assemblée. Et donc à l'Assemblée, Gérald Darmanin, on fait que de répéter ce terme en même temps, mais évidemment Thomas, que Gérald Darmanin va flatter l'aile gauche de la Macronie. On oublie souvent qu'il y a une aile gauche, mais elle existe et à l'Assemblée elle est bien présente, donc il va devoir, c'est vrai, dialoguer et peut-être aller voir les députés LR, c'est ce qu'il espère, les plus modérés, pour réussir à les convaincre. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, encore une fois, comment Gérald Darmanin en parle. Il dit, par exemple, que le Sénat, alors bien sûr qu'il s'en glorifie, hein, il dit que le Sénat a adopté ce texte, qu'il l'a modifié, mais que l'Assemblée va l'enrichir. Ça, c'est son dernier tweet. Voyez-vous, donc on comprend que toutes les subtilités de langage, que finalement, ce n'est pas le texte que le gouvernement voulait au départ, que l'Assemblée va aussi l'enrichir, hein, dit-il. Et donc, on va voir quel ton auront les discussions très vite. Et on l'évoquait tout à l'heure, il y a aussi ses ambitions pour 2027 qui pèsent dans la balance. Bah oui, puisque si Gérald Darmanin réussit à obtenir un compromis, c'est ce qu'il veut, hein, évidemment, c'est l'objectif premier du ministre de l'Intérieur, ce sera un avantage conséquent pour une candidature pour 2027. Et alors le problème, Thomas, c'est que rien ne dit que Elisabeth Borne, la Première ministre, ait envie de faire ce cadeau à un ministre avec qui elle a des relations professionnelles, c'est le terme qui est employé par Gérald Darmanin. Moi, je dirais compliqué. Ouais. Voilà. Et en politique, vous savez, c'est souvent dans son camp qui est le danger. Donc il faut faire attention à Gérald Darmanin. Dernière question, Laetitia. Pourrait-elle, la Première ministre, utiliser le 49.3 pour faire passer ce texte ? Quand on interroge Matignon, on finit par nous dire qu'effectivement, c'est pour l'instant ce qui est sur la table. C'est-à-dire que Elisabeth Borne ne veut prendre aucun risque et donc
fera adopter sans vote ce texte. On verra bien, on verra si un compromis est trouvé. Et on verra aussi si le 49.3 est appliqué, quel texte va passer, Thomas. Est-ce que toutes les modifications, modifications, je reprends le terme, apportées par le Sénat seront dans le texte définitif? On verra ça. Qui sera négocié sûrement en commission mixte paritaire. Anne-Charline Bézina, on rappelle que l'usage du 49.3 est limité, alors sauf pour les textes budgétaires, très bien. C'est quand même une cartouche qu'Elisabeth Borne pourrait griller pour vous sur ce texte immigration? Alors en effet, on a un article 49.3 limité depuis 2008 qui nous dit un texte par session. C'est ça. Et une session, c'est presque toute une année universitaire qui amène à ce que ça devienne un outil particulièrement précieux. Alors une petite querelle entre constitutionnalistes est en train d'être d'ailleurs sur le fait de savoir si cette cartouche n'est pas déjà grillée, étant donné que le 49.3 a été actionné il n'y a pas plus tard qu'hier sur la loi de programmation des finances publiques, qui, je le rappelle, n'est pas une loi de finances. Donc peut-être même que cette cartouche est déjà grillée sans que Matignon s'en soit vraiment rendu compte. Néanmoins, en tout cas sur la question de la loi immigration, on peut se rendre compte à quel point, si c'est un marqueur idéologique, le 49.3 peut être d'un usage un peu risqué. Parce que, comme vous le disiez, il faut choisir un texte, il faut choisir lequel, mais la commission mixte paritaire, elle est tout aussi minée pour le gouvernement. Parce que si la commission mixte paritaire échoue, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc on est sûr de dire adieu au compromis sénatorial. Comment elle est composée, cette commission mixte paritaire? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Alors, 7 députés, 7 sénateurs qui représentent, on va dire, la coloration politique de chacune des assemblées. Donc on a quand même une bonne assise des LR, mais les LR ne sont eux-mêmes pas unanimes, puisqu'on le sait, il y a des LR de l'Assemblée. On va y revenir, ça, sur les tiraillements internes entre le Sénat et l'Assemblée. On voit même qu'une toute microscopique assemblée de 7 personnes des deux assemblées peut déjà poser des problèmes de compromis, surtout sur un texte aussi clivant. On l'a dit, l'immigration, c'est vraiment un marqueur idéologique pour chacune des formations politiques, qui plus est dans la période que l'on vit. Les sénateurs LR ont prévenu, ils ont dit en commission mixte paritaire, de toute façon, nous ne céderons rien. Oui, alors ça, on va en parler avec Mathias Sarès dans un instant, mais je voudrais qu'on se concentre quelques minutes les uns et les autres sur la personnalité du ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il tire profit, Jean-Daniel Lévy, de cette... Enfin, dans les enquêtes de popularité, est-ce qu'il tire profit de cette séquence ou pas? Au cours de la dernière période, oui. Il est devenu le deuxième ministre qui bénéficiait de la plus forte confiance de la part des Français, avec une évolution qui était l'évolution logique, mais peut-être pas entièrement souhaitée de sa part. C'est-à-dire qu'il a très nettement progressé chez les électeurs qui étaient proches des Républicains, chez les électeurs qui étaient proches du Rassemblement national, et dans un même élan, il avait quelque peu baissé parmi le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron. Et les différentes dispositions qu'il avait pu adopter et porter au cours du mois d'octobre, et où il y avait eu la perception qu'on était face à un ministre de l'Intérieur qui était beaucoup plus, en fait, pour faire vite, dans la coercition que dans l'accompagnement ou dans la réflexion sur l'intégration, avait résonné positivement, en tout cas plus positivement que par le passé, à l'égard de deux autres types d'électorats. Donc on a aujourd'hui effectivement cette petite marque de sa part qui fait que depuis qu'il a pris position en disant qu'il était non pas le candidat des catégories populaires, mais pas loin, qu'il s'inscrivait autour des préoccupations des Français, qu'il allait s'intéresser aux catégories populaires et qu'il allait prendre à bras le corps la thématique de l'immigration, une progression justement auprès de cette frange électorale. Ça ne se traduirait pas forcément, en tout cas immédiatement en termes de comportement électoral, mais en tout cas, on a des Français qui ont entendu, qui ont vu, qui ont reçu 5 sur 5 le message, en tout cas de la part de ceux probablement qui souhaitaient qu'ils l'entendent, et puis ceux qui sont un peu plus gênés par rapport à cela ont porté une forme de distance par rapport à ce qui a pu être indiqué de la part de Gérald Darmanin. Il y a peut-être un aspect, je pense, qui n'a peut-être pas suffisamment été évoqué, c'est que la thématique de l'immigration n'a quasiment pas été évoquée par Emmanuel Macron dans le cadre de sa campagne électorale, pas plus que cela l'avait été en 2017. Et c'est pas la première fois que la majorité présidentielle se fissure autour de la question migratoire. Vous avez fait référence tout à l'heure, en fait, à la loi qui était portée à l'époque par M. Collomb. Déjà, à cette époque-là, il y avait une tension entre guillemets l'aile gauche et l'aile droite. Les députés disant « nous sommes comptables de ce qui a été indiqué dans le cadre de la campagne présidentielle ». La thématique migratoire n'a pas été évoquée en tant que telle de la part du président de la République. Il l'a fait dans la presse. Et il l'a fait un peu dans la presse, mais on ne peut pas dire, en fait, en tout cas, c'était pas un axe de sa campagne. C'était pas un gros axe de sa campagne. En même temps, sa campagne était presque une non-campagne. Donc, on va dire ça comme ça. On peut le dire également, mais en tout cas, peut-être encore moins sur la question migratoire que sur les autres aspects. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on a des députés
qui se sentent encore plus libres de pouvoir afficher encore et nettement leur désaccord en dehors de leurs valeurs ou de leur sensibilité politique d'origine. Ouais. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la marge de manœuvre que Gérald Darmanin s'est donné en quelque sorte. C'est votre analyse en acceptant que le texte soit à ce point durci au Sénat. Marge de manœuvre, justement, dans ces négociations avec les députés macronistes, c'est ça? Oui, parce que les sénateurs le savent très bien, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils communiquent beaucoup. Plus le texte est caricatural, plus il est amendable. Et là, ils sont quand même allés très loin. Je pense qu'ils ont fait preuve d'un défaut d'imagination, parce que sinon, ils auraient inventé d'autres choses. Donc, lorsque Roger Carucci dit qu'ils ne céderont pas, lorsque Bruno Retailleau prévient, en fait, ils durcissent les conditions de la négociation, mais ils savent parfaitement qu'ils vont devoir céder. Il n'est pas de leur avantage qu'il y ait un 49.3 sur le texte. Ils ont tout intérêt à justement engranger une victoire politique. Donc leur intérêt, c'est que la commission mixte paritaire soit conclusive. Donc je pense qu'ils sont pas trop mal représentés, vous l'avez dit, au sein de la commission mixte paritaire. Ils vont accepter nécessairement des ajustements, et c'est pour ça que Gérald Darmanin, il est assez serein. C'est aussi pour ça qu'il a annoncé qu'il dégageait son emploi du temps pour assister à toutes les réunions de commission, qui serait présent auprès du président Houllier. Or, le président Houllier est, on peut le dire, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui incarne, on va dire, l'aile gauche de la Macronie à l'Assemblée. C'est, je pense, le diamètre opposé de Gérald Darmanin. En tout cas, il a orchestré cela dans plusieurs tribunes dans Libération, avec une partie de la gauche parlementaire. Oui, tribune commune, signée avec des communistes, des écologistes, des socialistes, effectivement. On se souvient de cette photo à la une de Libération, avec un certain nombre de leaders, Fabien Roussel, Sacha Houllier et d'autres, qui se serraient la main avec un restaurateur et l'un de ses salariés sans papier. Exactement. Et donc le président Houllier a mis en scène son ancrage à gauche depuis déjà plusieurs semaines. On va voir s'il maîtrise sa commission, s'il est un président respecté, qui est en capacité de mettre en minorité le gouvernement. Car je rappelle qu'on se focalise beaucoup sur le texte de séance publique, mais le texte qui sera examiné en séance publique l'aura d'abord été et amendé en commission des lois. Et donc c'est là, dans ce premier cénacle où les négociations peuvent avoir lieu, que Gérald Darmanin peut commencer à céder. Avant le 11 décembre. Bien sûr, le 11 décembre, c'est la séance publique. 27 novembre. Et le 27 novembre, c'est le début de l'examen en commission des lois. Donc on va voir si, Sacha Houllier est un président puissant. 2, si Gérald Darmanin est prêt à des concessions, même avec des sagesses. Et donc, effectivement, quel est le gras, en quelque sorte, que le ministre est prêt à lâcher sur ce texte. D'ailleurs, Gérald Darmanin devait rencontrer Sacha Houllier aujourd'hui. On a cherché à vérifier, on n'a pas eu la confirmation d'un éventuel déjeuner ou d'une rencontre. Mais Anne-Charline Bézina, c'est presque un par un. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. Il va essayer d'aller convaincre les députés, pas seulement de sa majorité d'ailleurs, côté LR, un par un. Il y a Emmanuel Macron quand même, qui, quand il était ministre de l'économie, l'a fait savoir, s'est fait connaître d'ailleurs du public pour cela, parce qu'il est allé convaincre les députés un par un. Ce qui n'avait pas empêché Emmanuel Valls, Anne-Charline Bézina, d'utiliser le 49.3. D'utiliser un 49.3 de sécurisation. Oui, je rappelle on n'est pas à l'abri d'une Elisabeth Borne qui emploie les mêmes termes et qui n'offre pas à Gérald Darmanin le cadeau d'une loi qui passe finalement grâce à un accord en commission mixte paritaire. On verra bien. Bien sûr, et dans la référence de Laetitia, moi je voyais Michel Rocard, parce que les alliances, en allant convaincre député par député, c'est le quotidien de la majorité relative. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire du service à la personne, en quelque sorte. Et Gérald Darmanin, ici, a tout intérêt, en effet, à déjà convaincre dans sa base, avant d'aller se frotter au chaudron du groupe Les Républicains, qui, là, quand même, va aussi poser beaucoup de problèmes de cohérence à ce parti, mais aussi de cohérence à ce nouveau texte de l'Assemblée nationale, qui gagnerait, évidemment, à ne pas être trop éloigné de celui du Sénat, pour des raisons de cohérence politique. Mais je crois que sur une loi immigration, en effet, c'est tellement facile d'être caricatural que trouver du compromis, c'est aussi très politiquement risqué, parce qu'il ne faut pas qu'il perde la face. Et il faut que cette Macronie du en même temps qui a disparu ici ait un sens. Pourquoi avoir été aussi dur au Sénat si on est prêt à finalement en dire une chose et son inverse en quelques jours? C'est exactement la critique qui va lui être faite par l'opposition, qui est déjà d'ailleurs la critique qui lui est faite par l'opposition sénatoriale. On peut aussi considérer que c'est le jeu du bicamérisme, que des textes soient amendés, négociés, discutés et évoluent.
Néanmoins, je crois que l'opinion, qui justement est assez, vous nous le confirmerez, qui est assez tranchée sur ces questions d'immigration, elle va avoir du mal à être mise d'accord sur un en même temps en matière migratoire. Et précisément, faire passer aux Français d'abord un texte aussi dur et ensuite un texte assoupli, ça va être difficile pour leur faire comprendre quelle est la musique sur laquelle ce gouvernement entend vraiment jouer. Parce que je crois que si c'est un 49.3 qui se joue, par exemple, c'est vraiment une question d'ADN politique, eh bien, il va falloir comprendre quel est le cœur de ce texte. Ouais, alors vous parliez de caricature, justement, les sénateurs LR refusent d'être caricaturés. En tout cas, c'est ce que disait sur les métiers en tension le sénateur du Rhône, François-Noël Buffet, cet après-midi, juste avant le vote solennel au Sénat. Le fameux article 3. Nous sommes contre l'intégration par le travail, c'est ce que vous dites. À tue-tête, de partout. On n'a jamais dit ça. On a simplement dit que l'intégration par le travail et pour obtenir un titre de séjour pour travailler dans les métiers en tension devait répondre à un certain nombre de règles que nous n'avons pas voulu, ce que prévoyait l'article 3, avoir une régularisation massive et automatique, parce qu'elle constituait un appel d'air considérable, et oui, nous devons le confirmer, et que nous avons changé le dispositif avec un moyen une procédure confiée au préfet dans le cadre de la mission exceptionnelle au séjour. Et je crois que nous avons bien fait. Et pour ceux qui nous regardent, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que les étrangers ayant un contrat de travail dans des métiers en tension pourront être régularisés sur le territoire national par le préfet, à la condition qu'ils en fassent naturellement leur demande au titre de la mission exceptionnelle au séjour et que la réalité du travail soit contrôlée. Et j'accueille Mathias Arez. Bonsoir Mathias, bienvenue sur le plateau de Sens Public, justement pour détailler le rôle des sénateurs et députés, les Républicains. Absolument, on prend les mêmes et on recommence. Après les retraites, eh bien, il semblerait que ce soit le retour de la friture sur la ligne entre le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg chez les LR. Les sénateurs de droite qui ont réussi tout de même à convaincre leurs alliés centristes sur un certain nombre de points pour faire dégager une majorité et ainsi voter un texte. On l'a vu tout à l'heure dans le sujet de Audrey Vuettaz. Eh bien, leur patron ici au Sénat, Bruno Retailleau, estime que c'est une victoire, que c'est un bras de fer gagné avec l'exécutif, ce qui n'est pas le cas d'une partie des députés LR avec à leur tête un certain Aurélien Pradier. Je ne parlerai pas de victoire, je parlerai de ce que c'est une reculade. Je demande simplement à ma famille politique d'être cohérente. Notre crédibilité, elle tient à ça. Pendant des mois, mes amis politiques, et ils ont raison, ont dit qu'ils seraient intransigeants. Je le serai intransigeant. Au fond, je ne fais qu'appliquer ce qui a été demandé. Je vais être honnête, on a cru que Roger Carucci allait apparaître, mais tout est revenu dans l'ordre. Merci à tous. Qu'en pense Bruno Retailleau ? Eh bien, imaginez que sa propre famille politique puisse torpiller le texte pour une reculade, ça l'a bien fait rire, c'est le cas de le dire. Voici sa réaction. C'était au micro de Flora Sauvage et de Audrey Vuettaz. C'est qu'ils n'ont pas très bien lu le texte. Il n'y a rien de commun entre l'ancien article 3 et d'autres articles. D'abord parce que nous, c'est pas opposable. Ensuite, on durcit même les conditions de la circulaire Valls. On a un dispositif anti-fraude. Non, on a dans ce texte-là les marqueurs de la droite que nous avons fait passer sur tant d'autres sujets. Je pense que jamais la droite n'a voté tout ce que nous avons voté, nous, ici au Sénat. C'est clairement plus le texte de Gérald Darmanin, puisqu'il en contenait 27 articles. Il en contient désormais 96 articles. C'est bien notre texte, le texte de la majorité sénatoriale. On sait le sénateur vendéen très attaché à son texte, Bruno Retailleau, qui a prévenu si la substance change trop, son groupe n'aidera pas à ce qu'une commission mixte paritaire soit conclusive. Pire, si 49.3 il y a, eh bien, il a appelé dimanche ses homologues de l'Assemblée nationale à déposer une motion de censure contre le gouvernement. Et le parti LR dans tout ça ? Alors son champion, ou plutôt le champion du patron des Républicains, Laurent Wauquiez, était justement convié à la réunion de groupe des députés à l'Assemblée nationale ce mardi. C'était une première depuis les élections législatives de 2022. Eh bien, il a, comme en philo, Thomas, thèse, antithèse, synthèse. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a surpris son audience. Selon plusieurs de nos confrères qui ont pu avoir vent des teneurs des échanges, Laurent Wauquiez aurait en effet déclaré « On est très aligné avec le Sénat. La seule question, c'est veut-on poursuivre l'en même temps ou assumer un tournant clair ?» Le Sénat a fait passer un tournant à ce texte. Le son circulait, il n'y a rien à voir. Merci beaucoup Mathias pour toutes ces informations. Jean-Daniel Lévy, est-ce que Laurent Wauquiez a le pouvoir de souder les députés LR sur ce texte? Parce que on se souvenait du pataquès sur les retraites. Est-ce qu'on va vers un bis répétitif? Je me trompe peut-être, mais je pense que Laurent Wauquiez
pas plus que qui que ce soit, a la possibilité de pouvoir avoir une incidence sur les députés LR. On voit bien, de toute façon, on l'a vu au moment de la réforme des retraites, qu'on pensait dès le départ que globalement le groupe était soudé, qu'on s'orientait tranquillement vers un vote de la part des députés LR, que globalement le 49-3 était quand même extrêmement loin derrière nous. Et puis au fur et à mesure qu'on s'est approché de l'échéance, on a vu à quel point chacun est venu globalement sur ses positions. Et qui plus est, comme on sait, et comme le disait Laetitia tout à l'heure, c'est toujours au sein de son camp politique qu'il faut être amené probablement à se méfier, qu'il y a des enjeux sous-jacents qui ne vont pas être uniquement liés à la question de l'immigration et qui vont peut-être amener des postures et parmi la soixantaine de députés LR, des positionnements autour de, pas uniquement ce qui se passe à l'heure actuelle en 2023, mais commencer à préparer 2027 avec des postures qui vont être soit plus dures, soit plus dures, soit plus douces à l'égard du projet de loi tel qu'il peut être proposé dans le cadre de l'Assemblée nationale. Donc je ne suis pas certain que Laurent Wauquiez, plus que d'autres personnes, ait la capacité de pouvoir mettre tous les députés exactement dans la même direction. Oui, on va voir revenir l'expression des députés auto-entrepreneurs qu'on a déjà employé un certain nombre de fois sur ce plateau. Anne-Charline Bézina, on n'a pas encore parlé du Rassemblement national dans ce débat. Et pourtant, enfin moi, le sentiment que j'ai, c'est on aurait presque pu titrer tout le monde court après le RN quoi, sur ce texte immigration. Je crois que c'est tout l'enjeu de cette posture, c'est qu'on ne l'entende pas précisément le Rassemblement national, puisque on l'avait dit, de toute façon, l'immigration est un marqueur idéologique de, on va dire même dans l'Europe proche, des groupes les plus à droite des cénacles politiques. Donc, a priori, sans parler, de toute façon, les Français identifient assez clairement que c'est un cœur de cible en matière de thématique. Néanmoins, sur le choix, on a un groupe LR qui ici fait quelque chose d'un peu paradoxal, dans le sens où il a le sentiment d'aller plus loin que le groupe Rassemblement national, qui lui a fait savoir qu'il voterait le texte, alors que les LR du Sénat, loi, mais on la votera. Le groupe LR du Sénat a l'air de tenir encore plus à quelque chose de plus dur. Donc c'est vrai qu'on a deux postures très différentes entre les LR du Sénat et les LR de l'Assemblée nationale, et j'ajouterais aussi qu'on a une nouvelle aujourd'hui qui ne nous fait pas forcément comprendre la posture de compromis adoptée par les LR, qui est le fait qu'Éric Ciotti refuse de finalement participer aux rencontres de Saint-Denis bis. Eh bien, pour lesquelles le président de la République, on le rappelle, avait ouvert la voie la question à l'immigration et même à un référendum sur ces questions. Donc on voit bien quelque part que le groupe LR est fort de sa position de groupe incontournable dans cette majorité relative du Sénat et dans cette majorité relative de l'Assemblée nationale et dans ce jeu au Sénat. Parce que finalement, je crois que peut-être un peu tôt cette fois-ci, le gouvernement a droitisé sans trop de complexe son discours et c'est donc évidemment du pain béni pour le groupe LR et le Rassemblement national qui lui n'a même plus de carte à jouer puisque tout se fait sans qu'il ait besoin de parler. Mais il ne l'a certainement pas fait très rapidement à l'aveugle, c'est-à-dire que depuis 2022, depuis l'élection présidentielle, on dit que la France a basculé à droite. Ça a été vraiment un constat fait et partagé par tous les observateurs. Donc c'est une France normalement acquise à la cause. Sur le papier, oui. Sur le papier, oui. Florent Vadillo, dernier mot, ce premier débat est quasiment terminé. Sur le Rassemblement national, on l'a dit, Marine Le Pen, alors dans la première version, elle parlait d'une petite loi, pas sur la version retravaillée par le Sénat, mais on pourrait, on fait un peu de politique fiction, mais se retrouver avec une situation où le RN vote la loi, mais pas les députés LR. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec quel impact dans l'opinion ? Alors d'abord, je ne crois pas à cette possibilité, parce que je pense que le texte est suffisamment technique, buissonnant pour que, en fait, on laisse des victoires symboliques au Sénat et qu'on change des curseurs et qui permettent quelques curseurs qui ne seront pas centraux et donc ça permettra d'aboutir en commission. Réintroduire l'aide médicale d'État en maintenant la dénomination aide médicale d'urgence. Franchement, le débat public ne verra pas véritablement de différence. Par ailleurs, Marine Le Pen, elle joue un élément très simple, c'est qu'elle n'a pas envie de griller beaucoup de cartouches pour qu'elle ne se voit pas en quelque sorte dépossédée pour la prochaine présidentielle, et elle continue sa respectabilisation en votant les textes qui sont utiles à la vie des Français. Donc en réalité, elle peut continuer mezzo voce ce discours-là, il n'y aura pas de difficulté. Les Républicains de l'Assemblée nationale, ils vont être beaucoup plus clivés parce que je pense qu'effectivement, Laurent Wauquiez n'a aucune incidence. En revanche, leurs électeurs ont une incidence et ils ont été élus sur une frange beaucoup plus à droite qu'Emmanuel Macron.
Donc il va falloir qu'ils expliquent comment ce dernier carré de députés, sur un électorat bien plus à droite qu'Emmanuel Macron, refuse un texte issu du Sénat. L'équation est quasi impossible pour eux, donc je pense qu'ils ont raison de se rebuffer maintenant parce qu'ils auront moins de possibilités à l'avenir. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.